Bonjour et bienvenue au congrès Time World. Je suis Penny Starfield, pilier de la partie art, et je vous présente ici la personne à qui je succède cette année, Maxime Abolghasemi, qui a été pilier en 2019 du premier congrès sur le temps. Et cette année, nous travaillons ensemble, il est le copilier de cette partie. Maxime Abolghasemi enseigne la littérature et la culture générale en classe préparatoire au lycée Chateaubriand de Rennes. Il a publié un ouvrage plutôt pédagogique sur son expérience dans ce domaine et il est docteur en lettres de l'Université Paris-Sorbonne et agrégé de lettres modernes. Il est aussi titulaire d'une maîtrise de physique théorique de l'Université Pierre et Marie Curie. Ses travaux portent sur le hasard objectif, c'est le sujet de son intervention aujourd'hui. L'art du hasard objectif, j'aurais dû dire des surréalistes, la notion de contre-fiction qu'il a introduite et la transparence démocratique. Il est aussi l'auteur d'un roman, Nuit persane, publié en 2017, qui plonge le lecteur à Téhéran dans les dernières années qui précèdent à la révolution iranienne. Merci. Merci Penny. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Alors, je vais vous parler effectivement de ce thème et concept du hasard objectif. C'est assez finalement original dans le congrès Time World parce qu'on a eu plusieurs approches scientifiques, bien sûr philosophiques, le concept de hasard, les lois du hasard. On a eu des approches artistiques avec l'idée que le hasard peut jouer un rôle dans la création artistique et justement ce sont les surréalistes qui ont innové en la matière. Mais le hasard objectif va nous faire entrer dans une intersection de tous ces plans, parce qu'en fait, le hasard objectif aborde le ressenti personnel, subjectif, paradoxalement, avec le terme objectif, comme je vais l'expliquer, l'expérience du choc du hasard. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans Time World, et je suis heureux de pouvoir le faire avec vous. Je ne sais pas si vous avez écouté la ministre Vidal qui nous a gratifié d'un très beau discours à l'ouverture jeudi matin. Et j'étais frappé qu'elle ait parlé du hasard objectif dans son discours, sachant que lorsque j'ai commencé ma thèse sur le sujet, on n'en parlait plus du tout. Et je pense que c'est un sujet passionnant. J'espère que je vais pouvoir vous en convaincre et vous remercier de votre présence. Alors, évidemment, il faut qu'on sache de quoi on parle, et je l'ai formulé ainsi, vous le voyez, de quoi parle même le hasard. Alors, je vais reconfigurer toutes les oppositions qu'on a déjà abordées précédemment, par exemple hier dans la très belle conférence de Jérôme Rosanvallon. Alors, je vais, comme vous le voyez, rappeler trois approches possibles. Alors, une approche logique qui fait du hasard le contingent. Et vous savez qu'en philosophie, on réfléchit par opposition, par dichotomie, donc dans ce cas-là, le contingent s'oppose bien sûr au nécessaire. Le contingent, c'est ce qui aurait pu ne pas arriver. Deuxième approche, que je vais qualifier rapidement de religieuse, donc c'est le hasard comme absence de détermination téléologique. C'est le contraire du finalisme, il n'y a pas de finalité, et on pourra prendre comme synonyme le fortuit, opposé à la providence ou au destin. Et puis une approche mathématique qui est plus ambivalente et plus passionnante, puisqu'en fait, il y a deux termes opposés quasiment. Soit le hasard, et ça a été évoqué dans plusieurs conférences, soit le hasard relève d'un calcul possible, d'une estimation, c'est la définition des probabilités, soit le hasard, au contraire, c'est le pur aléatoire, et c'est un défi mathématique, vous le savez, de fabriquer une fonction qui génère du vrai hasard. Alors de ces trois approches, je déduis finalement, puisque vous avez saisi que je vais m'intéresser à une forme psychologique subjective de l'expérience du hasard, et donc en fait je déduis de ces trois approches la problématique, si l'on veut, qui va se dégager, qui est que
on a toujours une approche, malgré nous, finaliste. C'est-à-dire il y a une tension entre la finalité que l'on perçoit, que l'on redoute ou que l'on reporte, et donc c'est le statut de l'événement hasardeux, mais en rapport à une estimation intuitive. Et c'est ça qui va être mon approche, c'est-à-dire qu'il y a intuitivement l'idée que le hasard est d'autant plus fort qu'il était moins probable. Alors évidemment, là, on n'est pas du tout dans une approche mathématique théorique, c'est une approche existentielle, métaphysique quasiment, subjective. Et justement, je vais donc ouvrir la voie de ce rapprochement entre hasard et émotion. Alors j'ai pris un petit exemple qui est capital pour le hasard objectif des surréalistes, qui est la rue urbaine, la rue de la ville. Car la ville va être le pourvoyeur, la pourvoyeuse de phénomènes de coïncidence et de hasard offerts à celui qui déambule dans la ville. Alors, premier cas de figure, vous avez ici, la photo est libre de droit parce que c'est moi qui l'ai prise, c'est une rue de Rennes, la ville que j'habite. Et alors, premier cas de figure, je suis dans la rue et je rencontre un ami qui habite dans cette rue ou pas loin de cette rue. C'est ce que symbolise cette flèche jaune qui a extrait un passant. Alors là, mon émotion de le rencontrer dans la rue, cet ami, est relativement faible puisque je sais qu'il habite à côté et donc j'estime intuitivement la probabilité de le rencontrer quotidiennement assez élevée. Deuxième cas de figure, je rencontre et vous voyez en plus qu'il est de dos, donc c'est un ami c'est un signe que je perçois et qui m'invite à courir le saluer. Je rencontre un ami que je n'ai pas vu depuis 1 an, 2 ans. Donc là, ce hasard de la rencontre dans la rue va suggérer une émotion plus forte parce que, en rapport de cette probabilité intuitive, c'était beaucoup plus rare. Et puis troisième cas, cette fois c'est un ami que je rencontre, qui n'habite pas dans la rue, que je n'ai pas vu depuis longtemps et auquel je venais juste de penser. Donc je suis dans la rue, je pense à lui et il apparaît devant moi. Donc vous voyez qu'en termes de ressenti subjectif, dans cette situation, le choc causé par cette rencontre hasardeuse est plus intense. Voilà, c'est sur cette échelle de perception intuitive que le hasard objectif va déployer son réseau d'interprétation, comme je vais le montrer. Alors, il me faut maintenant passer à un cas, et je dis cas parce que, comme vous allez le voir, le mot cas est un mot très important pour le hasard. C'est un mot qui désigne ce qui est tombé, et justement, ce qui tombe est parfois fortuit, mais parfois malchanceux, et c'est ce qui a donné le terme de cas au sens juridique, le problème qui est posé. Donc je vais prendre un cas majeur, qui est un cas paradigmatique, qui est le cas de la tuile. Donc c'est le passant que j'ai évoqué précédemment, et qui marche dans une rue, et il reçoit une tuile sur la tête. Alors j'ai regardé si c'était encore fréquent en 2021, apparemment c'est très peu fréquent. Les tuiles tiennent bien au toit. En revanche, c'est des accidents qui arrivent sur les chantiers. Donc c'est le genre de panneau qui officie encore sur les chantiers parce qu'il y a des accidents de ce type. Donc le passant marche dans la rue, il reçoit une tuile sur la tête. Alors, loin d'être un exemple anecdotique ou amusant, il est au cœur, en fait, de l'épaisseur sémantique du terme de hasard. En effet, vous le voyez, le mot chance et le mot chute sont des cousins en termes étymologiques, puisqu'effectivement, ça vient du latin cadentia, qui a donné la cadence. Donc c'est très intéressant aussi cette idée du rythme. La cadence, c'est ce qui tombe, cadere, c'est l'infinitif. Et ça vient du fait que dans le jeu de l'osselet, qui est un des jeux les plus anciens de l'humanité, le fait de jeter l'osselet et le fait qu'il tombe d'une manière ou d'une autre, de manière involontaire, puisqu'on ne peut pas contrôler à coup sûr la chute de l'osselet, bien sûr ça précède le dé, eh bien le hasard a été pensé comme cette chance, cette chute, et le terme de coïncidence, qui va être un des termes que je vais réutiliser dans cette conférence, vous le voyez, coïncidence, ça veut dire exactement ce qui est tombé ensemble. Donc vous voyez que le terme de coïncidence, pour parler de phénomènes hasardeux, c'est quasiment la tuile qui est cachée dans ce mot et son épaisseur sémantique. Je ne sais pas si on utilise encore cette expression. Je fais partie des gens qui se réjouissent que la galère est passée dans la langue familière, je crois qu'elle est encore dans la langue des jeunes. La galère, c'est la galère. La tuile, pendant longtemps, a été une expression en français courante. C'est une tuile, justement. C'est un problème qui nous est tombé dessus. Alors,
ça n'est pas seulement l'histoire de la langue qui fait de la chute de la tuile un exemple canonique, c'est aussi qu'en philosophie, c'est un exemple majeur. Hervé Fischer, hier, a évoqué la chute de la tuile. Et effectivement, parce que Spinoza imagine un passant tué. Alors là, cette fois, il a reçu la tuile sur la tête et il en est mort. Et il imagine justement les discussions, on est au XVIIe siècle, les discussions qui vont s'en suivre. Parce que je parle de choc depuis tout à l'heure, d'émotion, mais on est bien d'accord que la mort va être l'émotion ultime, mais on est d'accord que la chute de la tuile, c'est littéralement un choc. Ça fait mal, on est obligé de le recevoir. Et c'est pour ça que c'est un exemple majeur, parce que dans les exemples que je vais évoquer après, qui sont plus esthétiques, plus subjectifs, là tout le monde comprend qu'une chute, ça fait une tuile qui tomberait violemment sur soi, ça fait mal. Donc c'est un choc et une émotion littérale. Et donc Spinoza imagine donc une discussion. Alors quoique philosophe, il va être un peu rhéteur, vous allez voir, parce que la discussion met en scène un vous. Et le vous, c'est ce qu'il veut convaincre. Donc en lisant, on est du point de vue philosophique de Spinoza, qu'il oppose à il. Voilà, vous, c'est nous, on pense comme lui, et il, c'est les autres qui sont dans l'erreur. Alors pourquoi sont-ils dans l'erreur? Eh bien parce que à l'issue de cette chute mortelle sur un passant, Spinoza nous dit qu'on va devoir affronter les remarques interprétatives de ces ils, donc qui sont dans l'erreur et qui sont dans un finalisme que Spinoza dénonce. Alors je prends la fin de cette démonstration qui est fameuse par la chute, si j'ose dire, de la citation. Si vous répondez, donc nous et Spinoza, si vous répondez alors, le vent s'est levé parce que la mer, le jour avant, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter. Parce que la tuile est tombée à cause du vent. Mais les ils nous disent, oui, mais pourquoi est-elle tombée? Pourquoi le vent s'est-il levé? Alors, voilà donc l'alternative qui est proposée. Et puis ils vont continuer. L'homme avait été invité par un ami. Ils insisteront de nouveau, car ils n'en finissent pas de poser des questions. Pourquoi la mer était-elle agitée? Pourquoi l'homme a-t-il été invité pour tel moment? Et ils continueront ainsi de vous interroger sans relâche sur les causes des événements, jusqu'à ce que vous vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Donc là, c'est un texte sublime parce que c'est un prolégomène quasiment des Lumières. On est encore au début de ce qui va devenir les Lumières, et vous voyez qu'il y a déjà cette réflexion contre les superstitions, contre une analyse finaliste finalement doctrinale, et qui finit par Dieu. Donc on remonte les causes, je vais y revenir tout à l'heure sur la remontée des causes, on remonte les causes et on arrive à Dieu, et une fois qu'on a Dieu, on a gagné, et donc ça n'est pas du hasard. C'est Dieu qui a lancé l'enchaînement du processus causal qui a fait que la chute est tombée, et que ce malheureux était justement à l'endroit de la chute de la tuile. Et du coup, j'essaye de faire apparaître un enjeu nouveau, donc qui n'est pas proprement philosophique, hein, j'insiste bien, ni philosophique, ni scientifique, même si André Breton, qui est en train d'apparaître dans quelques instants, il se profile, était passionné par la physique des années 20-30, dont on a souligné depuis quelques jours, bien sûr, la modernité incroyable. L'enjeu nouveau est le suivant. Est-il possible de prendre en compte l'effet émotionnel augmenté de cet effet de rareté probabiliste estimée? Donc on est bien d'accord qu'on est dans des intuitions, mais que nous partageons tous, que cet ami que je rencontre à l'instant où je pensais à lui, et ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu, eh bien c'est un hasard, une coïncidence plus intense, plus troublante que l'ami qui habite dans la rue elle-même. Sans rabattre le hasard, donc on a écouté ce que nous a dit Spinoza, sans rabattre le hasard, alors j'ai fait une petite erreur moi-même, vous voyez, j'ai mis une majuscule à hasard et du coup j'ai essentialisé, la majuscule est problématique justement. Sans rabattre le hasard sur une finalité superstitieuse comme celle que dénonce Spinoza. En fait, c'est ça que va tenter de faire André Breton et les surréalistes, et je vais montrer que c'est un échec, ou plutôt que c'est un échec sublime, comme tous les échecs qui tentent quelque chose d'extraordinaire mais qui ne réussissent pas complètement, parce qu'il est très difficile de résister. C'est ce que beaucoup de conférenciers ont rappelé, y compris dans les théories scientifiques les plus abstraites, il est très difficile de résister au finalisme, au déterminisme que dénonce ici Spinoza. Dernier élément qu'il faut qu'on ait en tête, c'est la définition de Cournot. Alors le mathématicien Antoine-Augustin Cournot, on est au XIXe siècle, qui définit le hasard comme, alors on dit habituellement comme une rencontre, mais je suis allé chercher la citation exacte, un événement amené par la combinaison ou la rencontre
de phénomènes qui appartiennent à des séries indépendantes dans l'ordre de la causalité. Donc c'est extrêmement simple comme définition, elle est très puissante. Elle veut dire ici qu'il y a une première série causale qui a fait que je vais imaginer que c'est moi qui reçois la tuile, parce que sinon il n'y a pas d'effet subjectif intense. Donc pourquoi effectivement suis-je sorti à cet instant? J'ai parlé de la ville comme pourvoyeuse de signes du hasard objectif. Dans une ville, il y a plein de rues, mon parcours est libre, pas totalement, mais partiellement au moins. J'ai le droit d'aller où j'ai envie, je suis mon envie, je déambule. Et donc, il y a toute une série causale. J'ai pris du retard en sortant de chez moi. Il lui suffit que je sorte quelques secondes plus tard. Et évidemment, ça change tout, parce que recevoir une tuile sur la tête, on peut en mourir. Sur l'épaule, bon, ça fait mal, mais la conséquence est moins grave. Donc, tout se joue à très peu. Mais il y a une série causale qui a fait que j'étais à cet instant T et cette position X dans la rue à cet endroit. Et puis, il y a une autre série causale. C'est bien sûr le fait que cette tuile s'est détachée du toit. Les crochets étaient abîmés. Effectivement, comme le rappellent les adversaires de Spinoza, peut-être qu'une tempête s'est levée la nuit, les couvreurs ont mal travaillé, et il a fallu que l'usure lente, on a tous vu dans des films le moment où la corde est en train de s'effilocher et on pressent qu'elle va bientôt rompre, pour qu'à cet instant, cette tuile-là, précisément celle-ci, se détache et tombe. Donc 2 séries causales. Alors Étienne Klein, dans sa conférence inaugurale, avait rappelé les arguments qui ont été opposés à cette théorie de Cournot, qui me semblent des arguments faibles. L'argument principal, c'est de dire qu'il n'existe pas de série causale indépendante et qu'on pourrait remonter jusqu'à un moment où finalement les deux sont liés. Je pense que c'est une erreur, il s'agit plutôt de corrélation, et il est peu probable que j'ai interagi dans la vie du couvreur, moi le passant, de telle manière que j'ai fait qu'il a mal réussi son travail de crochetage et que la tuile est tombée. Effectivement, on peut peut-être remonter, mais là, on est en train de remonter justement dans les causes premières et on va arriver à Dieu très vite. Donc, ce sont bien 2 séries causales indépendantes dans la mesure de notre compréhension du monde. Et c'est cette définition que Breton va utiliser. Je rajoute juste une chose. À mon avis, on peut retourner cette définition. Je défendrai presque l'idée que non seulement le hasard est une rencontre, mais toute vraie rencontre procède du hasard. C'est la différence entre une rencontre et un rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il y a des rencontres majeures, et c'est ce qu'on va évoquer rapidement. Alors, on arrive au hasard objectif. Le hasard objectif s'inscrit donc dans le mouvement littéraire, culturel majeur du début du XXe siècle, qui est le surréalisme. Et André Breton, en 1924, dans le Manifeste, donnait une définition sous la forme d'un article d'encyclopédie qui n'existait pas, bien sûr, parce qu'il était en train de fonder le surréalisme, et il imaginait, par rétrospection, que cet article exista. Et donc, cet article nous dit que le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'association négligées jusqu'à lui. Certaines formes d'association. Donc, vous voyez tout de suite le risque, en fait, du délire, le délire associatif. C'est un des risques qui pèsent sur le hasard objectif. À la toute-puissance du rêve. Alors c'est un élément majeur, on l'a évoqué avant-hier, Ludwig, je crois que c'était avant-hier, la question du rêve. Et c'est très important parce qu'il y a des associations dans l'émotion qu'on a hasardeuse qui vient aussi de l'inconscient, c'est ce que Breton veut assumer, au jeu désintéressé de la pensée. Bon, je poursuis sur cette définition. Je vous présente par exemple une des fameuses revues qui ont eu un temps un succès, la revue qui s'appelle Minotaure. Vous avez les dates ici dans les années 30. Et un petit peu comme un challenge sur les réseaux sociaux maintenant, les surréalistes ont inventé de poser une question, une enquête, et tous les artistes, écrivains, amis surréalistes répondaient à cette question. Pouvez-vous dire quelle a été la rencontre capitale de votre vie? Jusqu'à quel point cette rencontre vous donne-t-elle l'impression du fortuit ou du nécessaire? Donc c'est cette focalisation sur la thématique de la rencontre, parce qu'elle contient en elle un supplément émotionnel intense. Vous voyez, la rencontre capitale de votre vie. Donc on est vraiment sur un plan existentiel que l'on n'avait pas encore abordé, me semble-t-il, ici, à Time World. Alors voici André Breton, on montre, puisque je vais parler de plan existentiel, voici son visage, c'est déjà quelque chose. L'édition originale du Manifeste en 24. Et je vais évoquer ici 3 ouvrages. Le premier, donc, c'est Nadja. Et dans cet ouvrage, André Breton, qui n'a pas encore utilisé le terme de hasard objectif.
il va essayer de partager avec nous toute une série de phénomènes de hasard objectif. Alors le premier, c'est le rôle des enseignes. C'est-à-dire que quand on se promène dans la ville, l'œil est attiré par des signes particuliers qui sont des signes écrits. Et donc à l'époque, on vend du bois à charbon, c'est-à-dire du bois qui sert à se chauffer. C'est un peu l'équivalent de nos chargeurs USB maintenant. Et en vitrine, vous voyez cette photo, alors je le dis tout de suite, il a tenu justement parce que vous saisissez, j'imagine que pour ne pas être traité de fou ou de délirant, il faut qu'on soit le plus objectif, et c'est ça le sens de l'adjectif, le plus objectif dans le récit qu'on va faire de l'émotion, de la rencontre, du hasard objectif. Et donc il a tenu dans cette édition de Nadja, qui a eu un grand succès, de placer des photographies qui viennent nous prouver que ce qu'il dit est vrai. Alors dans ma thèse, j'ai étudié bien sûr le rôle des photographies, une très belle conférence hier aussi. Donc cette photographie veut nous montrer ce que c'était qu'à l'époque une vitrine avec le bois coupé. Et donc il nous raconte que quand il se promène avec Soupeau, je crois, il pouvait deviner, il était fasciné, un peu comme lorsqu'on sort d'un rêve et qu'on a des fixations, des hallucinations. Il pouvait deviner à chaque moment où à gauche, à droite, une vitrine de ce type avec le bois coupé qui évoque pour lui une image inconsciente. Vous avez ici une autre photographie de rue parisienne où l'hôtel s'appelle le Sphinx Hotel. Vous imaginez les dérives interprétatives à partir de ce nom d'hôtel. Et puis, il y a une rencontre majeure. Voilà, Nadja est fondée sur une rencontre. C'est celle que je vais rappeler ici. Donc, il est dans la rue. Je venais de traverser ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là, devant une église, tout à coup, alors qu'elle est encore peut-être à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme très pauvrement vêtue qui, elle aussi, me voit ou m'a vu. Elle va la tête haute, contrairement à tous les autres passants. Si frêle qu'elle se pose, à peine en marchant. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage. Donc c'est la rencontre avec cette femme qui va le fasciner, une rencontre bouleversante et qui va donner lieu à cette période, parce que le hasard objectif, c'est une période existentielle intense, close sur elle-même, qui crée l'émotion. Et elle est le personnage éponyme parce que le titre magnifique, Nadja, c'est la phrase qu'elle dit. Elle me dit son nom, celui qu'elle s'est choisi, Nadja, parce qu'en russe, c'est le commencement du mot espérance, et ça c'est très beau, et parce que ça n'en est que le commencement. Donc c'est la beauté des commencements que porte le nom qu'elle s'est donné. Alors, on a en 2021 une lecture un peu différente de la problématique du rapport à la muse. Cette femme, Nadja, donc, que nous ne connaissions que sous son nom de plume, j'ai envie de dire, qu'elle s'était donné mais que Breton a repris, eh bien, en fait, on a appris que récemment, son vrai nom, et il y a une exposition actuellement à la BNF qui lui rend hommage, et vous voyez le seul portrait que l'on possède d'elle, Léona Delcourt, qui est morte dans des conditions atroces pendant l'occupation, dans un hôpital psychiatrique, parce qu'elle a fini par être internée. Et donc la problématique de la folie rôde autour de ce que peut être l'expérience du hasard objectif. Donc je suis heureux de vous montrer son visage et donner son nom. Alors voici l'édition de poche fameuse, magnifique. C'est un certain Pierre Faucheux qui a marqué l'édition en France par son inventivité. Magnifique couverture qui est un dessin de Nadja qu'elle avait offert à Breton. Sur la 4e, vous avez des lettres, l'enveloppe et une lettre qu'elle lui a envoyée, et quelques pages pour vous montrer comment les photographies s'insèrent dans le récit, pour attester, pour prouver que tout ce qu'il raconte est vrai. Alors, je vais donner quelques exemples de hasard objectif. Mon travail en thèse, c'était d'en faire, j'ai appelé ça des motifs, parce que ce sont des motifs littéraires, d'en faire l'étude complète. Alors là, par exemple, vous voyez un moment fameux qui est l'allumage des lumières. Vois-tu là-bas cette fenêtre? C'est Nadja qui parle. Elle est noire, comme toutes les autres. Regarde bien. Dans 1 minute, elle va s'éclairer. Elle sera rouge. La minute passe, la fenêtre s'éclaire. Il y a en effet des rideaux rouges. Alors voici maintenant la parenthèse capitale. Je regrette, mais je n'y puis rien, que ceci passe peut-être les limbes de la crédibilité. Cependant, à pareil sujet, je m'en voudrais de prendre parti. Alors c'est une posture capitale dans l'histoire de l'art. L'artiste qui se veut neutre, qui n'intervient même pas dans le processus créatif, mais c'est un autre sujet. Donc il ne prend pas parti. Je me borne à convenir que de noir, cette fenêtre est alors devenue rouge. C'est tout. Donc voilà la démarche de celui qui va essayer de faire partager l'émotion du hasard objectif, c'est d'en faire un récit le plus honnête possible dans la retranscription. Et il y a un enjeu littéraire, bien sûr, majeur.
Un deuxième exemple que je vous montre, enfin il y en avait trois. Il y avait les mots en enseigne de magasins. Il y avait cet allumage, cette coïncidence entre la parole qui devient une parole prophétique de Nadia. Et puis un autre exemple majeur et passionnant, c'est le jet d'eau. Alors voilà voici la photo que Breton a tenu à placer. C'est un peu naïf, vous voyez bien, il nous parle du jet d'eau des Tuileries. Il met la photo du jet d'eau des Tuileries pour nous prouver que, si on en doutait, qu'il y a bien un jet d'eau. Et voici le récit. Vers minuit, nous voici aux Tuileries, où elle souhaite que nous nous asseyions un moment. Devant nous fuse un jet d'eau dont elle paraît suivre la courbe. Et voici le commentaire qu'elle fait. Ce sont tes pensées et les miennes, vois d'où elles partent toutes, jusqu'à où elles s'élèvent, et comme c'est encore plus joli quand elles retombent. Et puis aussitôt elles se fondent, elles sont reprises avec la même force. De nouveau, c'est cet élancement brisé, cette chute du hasard. Et comme cela, indéfiniment. Je m'écris. Alors voilà, regardez bien la réaction de Breton. Mais Nadia, comme c'est étrange, où prends-tu justement cette image qui se trouve exprimée presque sous la même forme dans un ouvrage que tu ne peux pas connaître? Parce qu'évidemment, si Nadia avait vu sur la table de nuit l'ouvrage en question, avait ouvert le livre et vu l'illustration qui va venir, la vignette, tout s'écroule. Donc il faut qu'elle ne puisse pas connaître cet ouvrage. Et elle ne peut pas, effectivement, pourquoi? Et que je viens de lire. Donc il vient de le lire. Donc coïncidence de deux séries totalement indépendantes. Lui d'un côté avec ce livre rare, vous allez voir, et elle qui a cette intuition, ce commentaire devant le jet d'eau. Il s'agit en effet d'une vignette extraite du 3e des dialogues entre Hylas et Philonous de Berkeley dans l'édition de 1750. Peu de chance qu'elle l'ait connue. Et la légende en latin, je vous la traduis, la même force lance les eaux vers le ciel et les fait retomber. Et donc ce que fait Breton ici, vous le voyez, c'est nous essayer de retranscrire, de partager l'émotion qu'il a vécue, qui repose sur l'honnêteté de son récit. Il faut que ce récit soit un document objectif, qu'il ne le colore, même si la lumière a changé de couleur, qu'il ne colore d'aucun terme personnel. Et en même temps, vous avez vu l'émotion qu'il a ressentie. Mais Nadia, comme c'est étrange, et il s'écrie. Et là, c'est intéressant pour nous, lecteurs, en fait, qui recevons ce récit. C'est intéressant parce qu'on peut le recevoir soit de l'extérieur, en se disant que ça n'est pas extraordinaire comme coïncidence, soit au contraire le recevoir donc de l'extérieur, mais en comprenant, en faisant une analogie. Nous-mêmes, nous ressentirons peut-être l'équivalent dans un autre contexte. Ou alors rentrer dans son récit à lui et accepter de ressentir, c'est un peu le propre de la littérature, de ressentir l'émotion sans juger ce paramètre de probabiliste. Est-ce que c'était rare comme hasard ou est-ce que ça n'était pas rare? Ok, donc il a continué dans deux ouvrages, en fait c'est une trilogie maintenant sur le hasard objectif, Les vases communicants et L'amour fou, et c'est très important parce que c'est dans Les vases communicants que le terme va apparaître de hasard objectif, et L'amour fou parce que ça dit bien que cette problématique du hasard objectif, le rôle de la rencontre, prend toute son intensité quand il s'agit de l'amour. Et dans le cas de Nadia, c'est en fait tragique parce qu'elle était probablement amoureuse de Breton, malade certainement, internée finalement parce que son comportement devient de plus en plus aberrant, et lui n'a jamais été amoureux véritablement. Tandis que dans L'amour fou, il va raconter d'autres rencontres, en particulier avec Londine, Jacqueline Lamba qui va devenir sa femme, et cette rencontre va être aussi auréolée de l'intensité du hasard objectif. Dans L'amour fou, il reformule d'une autre manière, c'est une définition fameuse, parce qu'en fait, il dégage la dimension esthétique, purement esthétique de ce choc des coïncidences, de ce choc du hasard objectif, et il va parler dans les trois formes de beauté surréaliste, c'est en fait la beauté magique circonstancielle. Et voici comment il a défini: une telle beauté ne pourra se dégager que du sentiment poignant, c'était ça qui était important, de la chose révélée, que de la certitude intégrale procurée par l'irruption d'une solution qui, en raison de sa nature même, ne pouvait nous parvenir par les voies logiques ordinaires. Et c'est un point central, c'est qu'on accepte non pas d'être illogique, mais on accepte la dimension alogique du hasard, c'est-à-dire un hasard tragique sur lequel on ne peut pas faire de vraies réflexions, de démonstrations de pure logique. Voilà ce qu'était donc le hasard objectif, qui est finalement très subjectif, comme Jérôme Rosanvallon l'a explicité hier dans le cadre de la philosophie. Et cette expérience est courante, mais elle est très risquée
C'est-à-dire qu'il est très facile, et je vous ai annoncé tout à l'heure que c'était un échec finalement sublime, car il est très facile de se rabattre finalement quand même sur l'idée que cette rencontre amoureuse était prédite, qu'elle avait une finalité supérieure. Et en fait, André Breton, dans ses 3 ouvrages, d'une certaine manière, va batailler pour garder ouverte cette perspective qui refuse de rabattre l'intensité émotionnelle sur le destin ou la fatalité. Mais dans les années 40, à partir d'Arcane 17, dans les années 40, en fait, André Breton va se réfugier dans la tradition avec un grand T et dans l'idée que finalement on reprend des lectures interprétatives qui sont plus closes et probablement moins intéressantes. Et ce que je voulais partager avec vous, c'était cette sorte de courage qu'André Breton a eu de vouloir fouiller cette émotion que nous partageons tous. Vous aurez tous un jour un choc de hasard objectif, un choc de coïncidence troublante. Et savoir quoi faire de ce choc, c'est quelque chose que nous aborderons tous. Et c'était courageux de refuser les interprétations closes. Je vous remercie. J'ai pas très bien compris en fait en quoi c'était un échec, parce que c'est difficile à appliquer, mais sa définition quelque part elle marche bien, non? Enfin, je suis pas sûr d'avoir très bien compris en quoi c'était un échec. Oui, non, parce que je ne l'ai pas bien expliqué. C'est un échec parce que il essaye de combiner une approche marxiste, parce que je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais à cette époque, le surréalisme est au service de la Révolution. Donc il essaye de faire une synthèse entre, c'est lui qui parle, c'est sa citation, sa définition, Engels, et puis donc Cournot, et puis Freud. Donc en fait c'est quasiment impossible. Et par exemple dans une lecture psychanalytique, tout ce qu'il explique malheureusement devient ce qu'on appelle le unheimlich, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté, et c'est tout, c'est le sentiment que l'on peut rencontrer dans la psychanalyse, ça s'explique très bien. Le courage étant de refuser, de prendre en compte un hasard qui nous choque, nous frappe, littéralement parfois, et dont il faut recevoir le choc et faire quelque chose qui ne soit pas de se dire « j'ai eu de la chance » ou « je n'ai pas eu de chance ». Le ballon frappe le poteau, c'est le malheur, on n'a pas eu de chance. On dira les planètes, les étoiles n'étaient pas alignées. Et lorsque le ballon rentre, on dit, c'est les joueurs de football, on regarde le ciel et on sait qu'il faut remercier quelque chose de supérieur. Eh bien, le hasard objectif, c'est refuser de se dire que Dieu l'a voulu, le destin l'a voulu, ou je suis puni par la fatalité. C'est essayer de recevoir, c'est cette idée vraiment, de faire quelque chose de cette émotion sans l'aplatir dans une interprétation close. C'est ça que je qualifie de hasard, de courage, pardon. Et surtout que je vous le dis, dans l'évolution, finalement, André Breton a abandonné cette lutte en se réfugiant dans la tradition. Et puis vous connaissez peut-être le concept de synchronicité de Carl Gustav Jung. Pardon s'il y avait une question, je préfère l'écouter alors. Vous vouliez poser la question peut-être? Alors bon, je vous prie de m'excuser. Bon, effectivement, donc la synchronicité, la coïncidence de notre accompagnement intellectuel. Oui, donc Jung définit la synchronicité. En fait, sa définition, c'est quasiment le hasard objectif. Les surréalistes et Jung avaient des rapports plus tard avec Lacan. Simplement, Jung l'interprète, justement, je trouve ça moins courageux, mais intellectuellement plus riche, bien sûr, mais il l'interprète dans le cadre, vous le savez, de l'inconscient collectif, des archétypes. Et d'une certaine manière, on réintroduit cette émotion dans un cadre explicatif, au fond, dérivé au fond de la psychanalyse étendue, une psychanalyse étendue, mais qui l'explique. Alors que le hasard objectif, c'est accepter ce choc dont on ne peut tirer une interprétation immédiate. Donc ça s'oppose à la synchronicité. Pour moi, tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup. Non, mais vous méritez d'avoir un micro. On a peut-être quelques instants encore. On peut passer le micro. Ah oui. Alors. Ou pardon, je reformule peut-être votre question. Si j'ai bien compris, vous me dites que ça s'oppose à la synchronicité. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, ça s'oppose complètement. Il y a beaucoup de débats pour savoir si c'est la même chose ou non. De ce que je viens d'expliquer, c'est totalement différent. Et ce que j'admire dans la démarche des surréalistes de Breton dans le hasard objectif, je ne le retrouve pas, même si intellectuellement, je suis plus nourri, parce qu'évidemment, c'est plus intéressant d'avoir des explications. Pour moi, c'est chargé d'affectivité, parce que j'ai compris, c'est écrit quelque part que vous êtes enseignant en prépa, et quand j'étais en prépa, j'avais Nadja à préparer. Quel hasard. Voilà, et donc, voilà, un hasard. Et donc, justement, ce que fait Breton, c'est qu'il essaie de jouer sur
sur des contrastes pour nous insister sur nous faire passer pour des coïncidences, quelque chose qu'on considérait comme banal. Et donc, je trouve qu'il est, et c'est ma question, je trouve qu'il est essentiel de connaître les déterminants qui font que quelque chose est vraiment émotionnel, un hasard est émotionnel. Et pour reprendre l'exemple du début, la rencontre fortuite, vous avez cité Cournot, mais c'est pas, en mathématiques, c'est pas ça qu'on utilise. Le déterminant, c'est le contraste complexité-simplicité. Donc il faut que l'endroit soit complexe dans une rencontre fortuite et que la personne rencontrée soit simple. Donc par exemple, un ami proche ou une célébrité. Et en mathématiques, complexité, simplicité, ça se définit comme la longueur de description minimale. Donc je me demandais si vous aviez regardé ça, si vous étiez en phase avec ces théories, j'allais dire modernes, mais elles ont 50 ans, qui déterminent les coïncidences. La coïncidence, ça se quantifie mathématiquement de cette façon-là. Et il me semble que ça s'applique complètement à la littérature. Je voulais savoir si vous aviez cette idée. Alors, merci de l'idée. Non, je n'ai pas pensé à appliquer, si j'ai bien compris, la recherche des dérivés, des distances raccourcies et minimales, à la littérature, mais c'est certainement une très belle idée, sachant que j'ai insisté sur le fait que, comme c'est un texte littéraire, il fallait en tant que lecteur s'abandonner. Voilà, il faut accepter de faire confiance et il faut accepter, comme je le disais, soit de ressentir l'émotion du hasard et de la coïncidence, soit accepter qu'elle nous est retranscrite par une autre subjectivité et qu'au fond, la littérature, c'est nous permettre d'entendre une autre subjectivité, même si on n'adhère pas à cette subjectivité. Donc au fond, la vraie preuve que la coïncidence était troublante, en fait, aucune ne le sont. Même Nadja, rien ne dit qu'elle ne... Parce qu'elle avait lu les poèmes de Breton, rien ne dit qu'elle ne sache pas à l'époque que Breton marche dans ses rues et qu'elle ne soit pas allée à sa rencontre. Mais qu'importe, puisque justement on est d'un point de vue de la subjectivité, donc on assume les erreurs d'estimation purement mathématiques. Un grand merci Maxime pour cette présentation qui est tout à fait complémentaire par rapport aux approches qu'on a déjà eues dans Time World. Donc tu interroges le hasard objectif qui est l'expérience du choc du hasard, la confrontation émotionnelle au hasard. Alors donc tu interroges l'articulation entre d'une part l'estimation intuitive du hasard, de l'autre la finalité superstitieuse et enfin le choc émotionnel, donc l'émotion qu'on peut avoir à partir du hasard. Donc tu commences par aborder les points un à un. Donc d'abord, concernant l'émotion, il se trouve que l'émotion d'une rencontre fortuite est d'autant plus forte que l'événement est imprévu. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement profond, je pense. On peut faire des liens avec la musique extrêmement fort. Donc la dimension affective de l'imprévu et ce rapport entre la probabilité de la rencontre et l'émotion. Ensuite, tu nous parles de la tuile. Donc la tuile, c'est cette tuile qui tombe. Et alors il y a une proximité étymologique entre la chance et la chute, du latin cadere, tomber, donc le hasard comme chute et la coïncidence comme tomber ensemble. Alors cette définition rappelle la définition d'Antoine Augustin Cournot, pour qui le hasard est une rencontre de phénomènes qui appartiennent à des séries indépendantes dans l'ordre de la causalité. Bon, ici, ça peut nous rappeler la citation connue de Lautréamont qui parle du beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Donc cette rencontre fortuite d'événements qui ont des causalités a priori différentes, qui mènent des vies différentes, et cette rencontre qui va créer l'émotion, qui va créer le beau. Alors c'est cette définition que Breton adopte, et cette définition va à l'encontre d'une vision finaliste ou théologique du hasard, qui consiste à dire qu'on a rencontré un ami dans la rue qu'on n'a pas vu depuis 3 ans parce que Dieu nous l'a envoyé, ou parce qu'on devait le rencontrer. Donc Breton met à mal et rejette cette vision-là, dans un premier temps en tout cas, et c'est là qu'intervient le hasard objectif. Donc pour pouvoir prendre le hasard comme cette rencontre fortuite, il faut avoir une approche donc objective, d'où l'honnêteté recherchée par
par Breton, notamment dans son roman Nadia, donc où le narrateur rencontre sa muse, rencontre Nadia dans la rue par hasard. Et Nadia, ça fait écho au russe Nadiejda, qui est l'espoir, donc l'espoir d'une rencontre, l'espoir qui va créer ce que veut retranscrire justement Breton. Donc Breton refuse totalement de rabattre le hasard sur le destin et sur la finalité. Et alors dans L'amour fou, donc un autre de ses romans, on arrive finalement à une sorte de paradoxe de ce hasard objectif, puisque comme ce hasard, on ne peut pas y parvenir par les voies de la logique ordinaire, on n'y a pas accès, donc il y a une dimension tragique là-dedans, donc qui est d'une certaine manière paradoxale par rapport au hasard objectif comme absence de finalité et de destin. Voilà. Je vous remercie.